J'aimerais avoir ton avis, ce qu'il en ressort de cette petite lecture, ça va être très cool. Alors la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, qui choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lequel il n'est pas de société démocratique. C'est la Cour européenne des droits de l'homme de 1976 qui a écrit ça. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ben moi, je remonte dans le temps plus loin, puisque je retrouve cette idée à Athènes, il y a 2500 ans. Les Athéniens tenaient à l'Iségoria, le droit de parole pour tous, à tout propos, à tout moment, le droit de parole public. Ils y tenaient plus encore qu'à l'isonomia, à l'égalité devant la loi. Et ils y tenaient parce qu'en fait, c'était comme une mesure d'hygiène, de protection, de sauvegarde de la démocratie. Parce que quand on donne la parole à tout le monde, on fait des citoyens des sentinelles. Chaque citoyen peut devenir un gardien de la démocratie et un donneur d'alerte des dérives. Et les Athéniens savaient très bien qu'il y allait avoir des fausses alertes, des pensées dissidentes qui allaient être idiotes ou malveillantes. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Il vaut mieux, comme on ne sait pas à l'avance quelles sont les pensées qui vont être utiles et celles qui vont être nuisibles ou inopportunes, comme personne ne peut dire à l'avance quelles sont les pensées dissidentes qui vont être utiles ou pas, eh bien on donne la parole à tout le monde. On les autorise toutes. Et de nombreux grands penseurs ont défendu cette liberté d'expression comme une pièce de base d'une société libre, pacifiée. Alors, donc d'une part, cette liberté d'expression, elle permet de faire de chaque citoyen une sentinelle de la démocratie, mais c'est pas tout. Il y a aussi la volonté qui est en arrière-plan, qui vient du fait qu'une démocratie fait le pari que nous sommes capables, nous tous, ensemble, réunis dans une assemblée, non pas par des représentants, mais nous tous directement. Alors pas tous, parce que tout le monde ne vient pas, mais tous ceux qui veulent, dans une démocratie forcément directe. Démocratie indirecte, c'est un oxymore. Démocratie, c'est mécaniquement, par définition, directe. Démocratie directe, c'est un pléonasme. Dans une démocratie directe, nous faisons le pari que nous sommes capables de prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes. Alors bien sûr, les oligarques ou les représentants, les élus, prétendent que nous sommes incompétents et que nous allons prendre de mauvaises décisions. Et les démocrates savent qu'il y a un risque de prendre de mauvaises décisions, d'être embarqués par des rhéteurs, des orateurs, des gens qui parlent en bien, vont nous circonvenir, vont nous tromper, vont nous emmener dans de mauvaises décisions. On sait ça, donc on a des règles pour se protéger des démagogues. Et on sait aussi qu'on peut se tromper. Et donc il y a des procédures pour changer d'avis, pour prendre d'autres décisions plus tard. Une fois qu'on s'aperçoit qu'on s'est trompé, on a des procédures pour ça. Et puis, surtout, avant de prendre une décision, les démocrates, les vrais démocrates, ceux qui organisent la démocratie directe, celle d'Athènes, même pas celle de la Suisse, hein, c'est plus généralisé, plus structurellement populaire, une vraie démocratie que la Suisse. Hein. La Suisse, c'est ce qu'on a de mieux sur Terre pour l'instant, mais c'est très 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 imparfait. La vraie démocratie, donc, comme c'est nous qui décidons de nos lois, directement, sans représentants, les représentants font autre chose, mais ils ne font pas les lois. Comme c'est nous qui faisons nos lois, c'est important, avant de prendre une décision, d'avoir entendu tous les points de vue. Alors, même les points de vue qu'on déteste. Surtout les points de vue qu'on déteste. Et là, il y a plein de moralistes du XVIIe, du XVIIIe, la philosophie chinoise, la philosophie japonaise, on retrouve des aphorismes, des proverbes dans toutes les civilisations presque, où les sages soulignent que on ferait mieux d'écouter les gens qu'on n'a pas envie d'écouter.
on ferait mieux. On a intérêt à écouter les gens qu'on n'a pas envie d'écouter. Et que souvent, ceux qui disent du mal de nous, ceux qui disent du mal de nous, sont ceux dont on aurait le plus à tirer pour progresser. Et que ceux qui nous flattent et disent du bien de nous sont ceux qui nous emmènent dans les mauvais chemins, les mauvais penchants. Bon, mais donc la démocratie, en nous obligeant à écouter publiquement les gens qu'on n'a pas envie d'écouter, les gens qu'on déteste, les gens qu'on mettrait au cachot, j'exagère, mais à peine, en nous obligeant à ça, elle pacifie le groupe. Chaque individu n'a pas envie d'écouter tel et tel qu'il déteste, mais le groupe va gagner à ce que soient mis en scène les conflits. C'est un mot important, ça. Dans la démocratie met en scène les conflits. Elle ne les cache pas, elle ne les occulte pas, elle ne les met pas sous le tapis. Une démocratie donne la parole à toutes les pensées dissidentes de façon à éclairer les décisions pour que les décisions soient les moins mauvaises possibles. Et on ne cherche pas la perfection, on sait qu'on va se tromper, c'est pas grave, on se trompera, on essaye de ne pas se tromper, puis si on se trompe, ben on changera. Et puis que les élus n'essayent pas de nous faire croire qu'ils ne se trompent pas, ils se trompent autant que nous nous tromperons quand c'est le peuple qui décidera. Je te coupe juste 2 petites secondes. Et est-ce que tu ne crois pas qu'aujourd'hui il y a une mise en scène il y a une mise en scène déjà, qui est faite par les médias? Oui, mais là tu penses à manipulation. Une mise en scène n'est pas forcément une manipulation, c'est pas forcément une tromperie. Une mise en scène, ça peut être un décor, une emphase qui sert à montrer quelque chose d'important, pas forcément avec une intention de mentir. Ça peut être le spectacle à Athènes, la tragédie grecque, était un outil pédagogique pour mettre en évidence, de façon caricaturale, mais du même coup claire, les valeurs défendues par la démocratie. Et c'est très important, c'était pas du tout... et je pense qu'aujourd'hui encore, la culture au sens de l'art populaire qui servirait à montrer aux enfants et aux jeunes adultes, et même aux adultes, les valeurs que reconnaissent la cité, cet art-là est très important. Et l'idéologie gestionnaire, notre idéologie actuelle, là, des marchands, qui ne savent que compter, qui ne retiennent que ce qui est rentable, que ce qui est profitable, et qui détruisent tout ce qui n'est pas rentable, tout ce qui est en dehors de la logique marchande, ces gens-là sont des dingues. Ils sont hémiplégiques, ils n'ont qu'une moitié de cerveau et encore. Et quand ils détruisent tout ce qui est culturel parce que c'est pas rentable, c'est folie. Qu'est-ce qu'on appelle la culture pour toi aujourd'hui? Alors il faut voir le travail de Franck Lepage qui est passionnant là-dessus. La culture devrait être politique, devrait être l'éducation politique des jeunes adultes. Nos grands-parents, Franck explique ça, Franck Lepage explique que nos grands-parents, à la fin de la guerre, avaient compris, et la guerre avait servi de leçon, qu'on pouvait être extrêmement cultivé et nazi. Et que donc la démocratie, pour sauver une démocratie, pour sauver une société libre, il ne suffisait pas d'avoir une élite cultivée, qu'on pouvait avoir des affreux jojos cultivés. Et donc ils en ont déduit qu'il fallait éduquer les enfants, pas à la littérature, à l'art, mais à la politique. Alors, possiblement à l'art et à la littérature aussi, mais surtout à la politique, aux valeurs de la démocratie. Un peu comme faisait la tragédie grecque. Et ce qu'il explique, c'est que Malraux et ses successeurs ont dépolitisé la culture, ont réduit, et c'est une catastrophe, la culture à l'art. Et que dépolitiser la cité, c'est politique. C'est très conservateur de dépolitiser. C'est très intéressant. Donc aujourd'hui, la culture, elle a été réduite à très largement des outils intellectuels qui ne sont pas intéressants sur le plan de la justice sociale et de la résistance aux différents projets de domination, aux différentes injustices. Ce n'est pas une fatalité. Les universités populaires,
il y a encore plein d'artistes qui se bagarrent sur le plan politique. Mais c'est difficile, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui pour eux. Parce que les marchands ont colonisé notre imaginaire en prenant le pouvoir, parce que le gouvernement représentatif donne le pouvoir aux marchands, notamment aux marchands d'argent qui sont les plus riches. Comme ils ont le pouvoir aussi d'asphyxier la vraie culture, la culture digne de ce nom, qui serait une culture politique. Est-ce que tu ne crois pas que la plus grosse puissance du monde de l'argent, c'est d'avoir changé la définition des mots? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un langage réel, mais dans un abus de langage permanent, où une chose qu'on appelle un terme, en fait, en est une autre, comme la culture ou la démocratie. Ouais. C'est une vieille affaire, ça fait longtemps qu'on se fait enfumer par les mots. Mirabeau disait déjà que l'homme est comme le lapin, il s'attrape par les oreilles. Donc on sait depuis longtemps, les rhéteurs savent un avion de chasse. Les Athéniens déjà avaient des rhéteurs, ils avaient déjà des beaux parleurs capables d'embobiner les gens avec des mots, donc c'est une vieille affaire. Mais ça devient progressivement une science exacte. Les totalitarismes, notamment ceux observés par Orwell et décrits dans 1984 avec la novlangue, qui inverse le sens des mots, qui ment tout le temps, qui inverse le sens des mots et qui retire du vocabulaire un à un tous les mots qui serviraient à résister à Big Brother. Précieux bouquin, 1984, il faut lire ça. Moi j'avais lu ça à 18 ans. J'avais rien compris, je trouvais que c'était un bon bouquin de science-fiction. J'avais rien compris. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Peut-être que j'en ai compris plus que ce dont j'ai l'impression aujourd'hui. Mais je l'ai relu récemment, il y a quelques années, là, et on a vraiment un mode opératoire qui sert encore. C'est-à-dire que Orwell observait l'univers soviétique, et les nazis ou les totalitarismes divers ont suivi le même chemin. Et aujourd'hui, ça continue. L'effort sur la langue, il est de plus en plus technologique, technique, scientifique, précis et très efficace. Très efficace. Donc, le moyen de résister à ça, c'est l'éducation populaire, c'est d'en parler entre nous. Il ne faut pas laisser nos élus décider de ça. Nos élus ont un intérêt personnel majeur à ce qu'ils soient les seuls à maîtriser la novlangue. Mais entre nous, on pourrait très bien se passer le mot, se passer les codes pour décrypter la novlangue. Alors, Franck Lepage a des ateliers de désintoxication du langage, absolument passionnant. Et je me souviens, j'étais à une conférence de Franck au printemps. Et dans cette conférence, il nous interpellait en nous demandant quels étaient les mots qu'on avait repérés comme des mots mensongers. On en avait trouvé plein. Et puis il cherchait une technique pour nous défendre. Et je suggérais cette idée, il faudrait que je la défende, il faudrait que j'écrive un truc là-dessus. Je suggérais cette idée que nous pourrions, pour montrer que nous avons compris que c'était des pièges, nous pourrions baliser à l'écrit les mots par des guillemets à l'envers. Par exemple, le mot projet, qui est vraiment Franck décrit bien ce que le mot projet est apparu, c'est pas qu'il a disparu, c'est le mot hiérarchie qui a disparu des manuels de management. C'est Schiapello et Boltanski dans le Nouvel Esprit du Capitalisme, un gros bouquin mais qui explique, qui analyse les manuels de management depuis quelques dizaines d'années. Et il y a 30 ou 40 ans, les manuels de management, le mot clé qui revenait tout le temps, c'était hiérarchie. Et aujourd'hui, dans les manuels de management, ils en étudient des centaines. C'est statistique leur étude là. En plus, l'étude de sens, c'est statistique d'abord. Et le mot hiérarchie a totalement disparu de tous les manuels de management. On n'existe plus. Et par contre, ce qui a remplacé le mot qui est tout le temps, partout dans les manuels de management, c'est projet. Et Franck étudie bien
Boltanski, là, étudie bien ce qu'il y a de positif dans ce mot qui fait qu'on ne peut pas s'en débarrasser, on ne peut pas le condamner, on a du mal à diaboliser le mot projet. C'est positif, un projet. Et en fait, quand on l'étudie bien, ce mot, il nous jette les uns contre les autres, il nous dévalue dès que le projet est fini, il permet de nous évaluer comme... et en fait, il prépare à nous numériser, il prépare à nous évaluer au sens gestionnaire du terme. Et il y a toute une série de critiques à faire sur ce mot qui est tout à fait intéressant. Et donc, si on a repéré le mot projet comme un mot de la neuve langue, on pourrait prendre comme convention que quand on écrit entre nous, dans nos papiers, dans nos articles, dans nos pamphlets, à chaque fois qu'il y a un mot dangereux, un mot inversé, comme le mot démocratie, au lieu de le mettre entre guillemets, on le met entre guillemets inversé, entre chevrons, qui pointe un mot dangereux, un mot... ce serait comme un gyrophare qui dirait attention, mot piégé. On peut faire ça, hein, il faudrait se passer le mot et que l'idée plaise aux gens. Quand on voit qu'il y a un mot piégé, on le met entre chevrons à l'envers. J'avais eu cette idée-là quand on avait eu cette conférence, mais bon, il faudrait la défendre un peu mieux, il faudrait donner des exemples. Quel est pour toi le mot-clé qui pourrait être dynamité en extraire vraiment sa substance? Démocratie. Démocratie, on se les fait voler. Suffrage universel aussi. Suffrage universel, on se les fait voler. On appelle suffrage universel aujourd'hui la désignation parmi le choix, le faux choix, parmi des gens que nous n'avons pas choisis, de maîtres politiques qui vont tout décider à notre place. Qui vont tout décider. Et je n'exagère pas, c'est la vérité toute nue. Hein. Je n'exagère pas. Je pourrais utiliser des mots plus violents, plus insultants. Non, là je dis techniquement, ce qu'on appelle aujourd'hui suffrage universel est le faux choix parmi des gens que nous n'avons pas choisis, qui ont été choisis par les partis, c'est-à-dire pas par nous. Et donc on choisit entre Caribe et Scylla, on choisit entre la peste et le choléra. Donc c'est le faux choix de maîtres politiques, je ne parle pas de représentants, ce sont des maîtres qui décident tout à notre place entre deux élections, sans que nous puissions les révoquer, sans que nous puissions nous opposer à une loi qui nous impose et que nous trouvons injuste, sans que nous puissions leur imposer une loi que nous trouvons nécessaire et dont eux ne veulent pas. Le mot suffrage universel est, au sens strict, dévoyé, trompé, déformé, trahi. Le suffrage universel, le seul à mon sens, hein, le seul suffrage universel que j'accepte, c'est l'assemblée du village de la commune, taille de la cité grecque, hein, 10, 20, 30 000 personnes, pas plus, et une assemblée, un grand théâtre, un grand théâtre avec des gradins, ils vont ceux qui veulent, et loi par loi, nous votons directement nos lois. Les lois, on décide de nos sorts, on décide de nos affaires directement. C'est ça le suffrage universel. Nous décidons chacun, point par point, et on ne se bat pas bloc par bloc. Non, idée par idée, projet par projet, loi par loi, nous décidons. Voilà le suffrage universel. Et réduire le suffrage universel au faux choix de maîtres politiques, c'est vraiment une escroquerie, quoi. C'est vraiment du foutage de gueule. Et on marche, hein, puisque nous défendons le suffrage universel comme si c'était l'alpha et l'oméga de notre liberté et de la civilisation. C'est une blague, hein. C'est notre faute. Hein. C'est pas leur faute. Ils nous ont bien eus, mais c'est nous qui défendons le truc. C'est nous tous qui défendons le suffrage universel en disant ce qui est important dans la démocratie, c'est l'élection. Quand tu dis c'est les élus. Les élus. Oh ça vient de 1789. Hein. 1789, la mise en place du gouvernement représentatif, qui n'était pas du tout une démocratie. Ils savaient bien que ce n'était pas une démocratie. Hein. Sieyès en France, Madison aux États-Unis et les autres savaient très bien qu'ils ne mettaient pas en place une démocratie. Ils ne voulaient pas une démocratie. Ils voulaient ne pas instituer une démocratie. Ils tenaient à ce que ça ne soit pas ça. C'était des aristocrates. Et là, on est gentil quand on dit ça, parce qu'aristocrates, c'est les meilleurs. Ils voulaient surtout une oligarchie, quoi. Hein. Et ils savaient bien qu'ils allaient être élus. Sieyès, c'est un élu. Hein. Madison aussi, c'est un élu. Donc ce sont des élus qui ont institué le régime de l'élection.
et qui très vite ont laissé appeler ce régime la démocratie. Ça ne s'appelait pas du tout démocratie au début, c'était même un mot péjoratif, démocratie, en 1789. Péjoratif, c'était une insulte. Un démocrate, c'était pas bien, c'était mal vu. C'est petit à petit, début du 19e, que ça s'est transformé, on s'est mis à appeler le gouvernement représentatif démocratie, et en même temps c'est devenu un mot positif. Mais ce sont des élus qui ont laissé faire ça, parce qu'ils voyaient bien l'intérêt, et c'était déjà la novlangue. Parce que quand vous appelez à mon avis, les élus sentent bien que le peuple a conscience de lui-même. Quand on dit le peuple, on se sent dedans, nous tous. Et par l'étymologie, même sans avoir une grande culture politique, par la simple étymologie, le mot démocratie, il a une force révolutionnaire en lui. Et les gens aspirent, les gens partout dans le monde, aspirent au démos kratos, c'est nous, on voudrait décider nous-mêmes de notre sort. Et les élus, à mon avis, les élus ils le savent bien. Et les élus savent bien aussi que le gouvernement représentatif, c'est pas la démocratie. Donc les élus ont vraiment un intérêt, je ne suis pas sûr que ce soit conscient, parce que c'est possible que ce soit inconscient, hein, je ne sais pas du tout que ce soit un complot ou pas, je m'en fous complètement, mais c'est égal ça. Mais les élus laissent faire, ils laissent appeler démocratie le régime qui leur donne à eux élus tout le pouvoir politique. Ça les arrange bien, puisque c'est eux qui ont le pouvoir. Ils sont candidats, un jour ou l'autre ils vont l'avoir, tous les hommes de parti sont comme ça. Et donc le mot démocratie, on se l'est fait voler. Pas dès l'origine, puisque je vous dis, il ne l'appelait pas démocratie au début, mais très vite, début du 19e, avant même que Tocqueville écrive de la démocratie en Amérique, en parlant d'un régime qui n'était pas la démocratie, dès avant, c'était 25-35, les deux tomes de, je crois, 25, je crois, 1825-1935, de la démocratie en Amérique. Et je crois que déjà avant, on avait des traces de l'utilisation du mot démocratie. Il y a Rosan Vallon qui a écrit un bon article là-dessus. Il a écrit un article en 93 sur cette transformation d'un régime qui n'est pas la démocratie en démocratie, en essayant de comprendre à quel moment et pourquoi ça s'est passé. Important le travail d'historien de Rosan Vallon. Rosan Vallon n'est pas un révolutionnaire, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Dans ses conclusions et dans ses propositions, je trouve ça très décevant. Parce que dans son travail d'historien, pour nous expliquer comment les humains résistent aux abus de pouvoir, c'est vachement important ce que fait Rosan Vallon. Rosan Vallon nous explique, depuis Athènes, point par point, tout ce que les humains font pour résister aux abus de pouvoir. C'est vachement intéressant, c'est une mine à idées pour résister. Rosan Vallon, c'est intéressant. Dans ses conclusions, c'est pas lui qui fera les projets d'alternatives, mais parce qu'il est trop, comment dire, conservateur, c'est pas un révolutionnaire. Mais c'est un travail d'historien précieux pour nous. Donc la novlangue, oui, on s'est fait piquer quelques mots importants. Le mot démocratie, le mot suffrage universel. Ouais. Autre chose qu'on s'est fait un peu voler, c'est la monnaie. Donc je vais te lire une phrase extrêmement connue. Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait ses lois. C'est Rothschild qui a dit ça. Alors je l'ai lu beaucoup ça. Je ne l'ai pas sourcé, je ne suis pas allé vérifier, il faudrait que je trouve le bouquin de Rothschild. Ce serait bien de trouver la source pour être sûr qu'il l'a dit. Il faut vérifier ça, hein, parce que sur le net, il y a quand même beaucoup de mensonges qui traînent. Donc il faut faire gaffe aux citations. Je la reprends parce que je la trouve plausible, mais en même temps je me méfie, je fais attention. J'aimerais bien la sourcer. Il faudrait trouver vraiment... Les secrets de la réserve fédérale. Ok, mais ça c'est Mullins qui le dit. Il faut savoir que Mullins était antisémite, en tout cas qu'il est devenu antisémite. Je ne sais pas s'il l'était quand il a écrit son bouquin, mais le fait qu'il soit antisémite ou qu'il le soit devenu doit nous conduire à la prudence par rapport aux citations qu'il fait de Rothschild. Je ne dis pas que c'est faux, je dis qu'il faut se méfier, il faut recouper, il faut chercher, mais il suffit de trouver les bouquins de Rothschild ou les comptes rendus dans les journaux de ce qu'il a dit, il faut trouver les sources, quoi. Voilà. Donc ma question était, comment le tirage au sort peut nous permettre de recouvrer notre indépendance monétaire? Superbe question. La création monétaire, le droit de création publique monétaire, le monopole de création monétaire par la force publique est la voie de passage obligée pour récupérer notre souveraineté politique. Il faut d'abord récupérer la souveraineté monétaire pour qu'on ait
une chance de récupérer une vraie souveraineté politique. Celui qui tient la monnaie tient le pouvoir politique, ça c'est sûr. Que Rothschild l'ait dit ou pas, de toute façon, ça c'est certain. Et à mon avis, le suffrage universel, c'est-à-dire le renoncement, le renoncement du peuple à exercer lui-même le pouvoir politique, et l'abandon du pouvoir politique aux riches, via le financement des campagnes électorales, ce gouvernement représentatif rend possible pour les banquiers l'abandon total par les États de la création monétaire, c'est ce qui s'est passé partout, et leur mainmise absolue sur 100% du pouvoir politique. Et donc c'est bien le gouvernement représentatif qui rend toute cette merdouille possible. Pour moi, la cause des causes, c'est cette constitution inique, cette constitution qu'on retrouve partout, toutes les constitutions du monde, à part celle d'Athènes, sont bâties comme ça, sur le gouvernement représentatif. Et dans toutes ces constitutions, il y a toutes les procédures et les absences de contrôle des élus, les règles de droit qui permettent de protéger les notables. Enfin, il y a tout un réseau de règles iniques qui sont dans les constitutions. Et on ne peut les comprendre, je crois, parce que c'est dans tous les pays et à toutes les époques. Donc il y a quand même un tronc commun, il y a quand même une force commune. Et c'est pas un complot. Ces gens-là ne se sont pas entendus, ne se sont pas parlé, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui fait que toutes ces constitutions sont aussi mauvaises pour le peuple et toujours aussi bonnes pour les représentants du peuple, entre guillemets, qui sont en fait les valets des riches, les valets politiques, les marionnettes politiques des riches? Comment ça se fait que toutes les constitutions du monde arrivent à des oligarchies plutocratiques? C'est évidemment pas un complot, ce serait stupide même d'y penser, c'est pas ça. La cause commune et la cause des causes, c'est la cause première, ce qui rend tout ce merdier possible, c'est qui écrit ces constitutions. C'est la mauvaise qualité du processus constituant. Et cette mauvaise qualité, elle vient de l'indifférence des peuples, de l'inculture des peuples, de la paresse des peuples, de la négligence des peuples. C'est parce que nous nous foutons de la Constitution et du processus constituant. C'est parce que, au lieu d'écrire nous-mêmes la Constitution, ou de faire attention à ce que ceux qui écrivent la Constitution soient désintéressés, n'écrivent pas des règles pour eux-mêmes. Au lieu de faire ça, nous laissons écrire les Constitutions par des élus, ou par les ministres, ou par des hommes de parti. Si les gens écrivent des règles pour eux-mêmes, ils n'écrivent pas des règles pour l'intérêt général. Et c'est ça la règle, c'est ça l'explication, je crois. Et formuler un problème, c'est l'avoir à moitié réglé. Le fait d'avoir compris ça, je pense, à la base, entre nous, malgré les menaces que vont sûrement porter contre nous les élus et les riches qui les font élire, ils vont nous détester, ils vont dire du mal de nous, ils vont nous essayer de nous discréditer, ils vont essayer de nous salir, de dire qu'on est je ne sais quel sous-marin de je ne sais qui. Malgré ces calomnies, il va falloir qu'entre nous fassions que l'essentiel, nous comprenions et nous fassions comprendre aux autres que l'essentiel se joue au moment du processus constituant. Parce que notre meilleure protection contre les abus de pouvoir, c'est la Constitution, à condition que ceux qui l'écrivent n'écrivent pas des règles pour eux-mêmes, qu'ils ne soient pas jugés partis. Donc, il ne faut pas que ce soit des hommes de parti. Donc voilà, donc à mon avis, une assemblée désintéressée, ça ne peut pas se faire autrement que par tirage au sort. Si on l'a fait par élection, qui va désigner les candidats? Les partis. Donc, ils vont nous imposer leurs candidats. Si nos parlementaires se retrouvent constituants, vous imaginez bien que la constitution qu'ils vont écrire, ça va être la même qu'aujourd'hui, on n'en sortira pas. Donc une assemblée constituante élue ne réglera aucun
problème, je répète, ma conviction profonde, très argumentée, je demande qu'à être démenti. Si je me trompe, qu'on me le montre. Mais personne n'y est arrivé pour l'instant. Pourtant, ils essayent, hein, ils argumentent beaucoup, hein, c'est très intéressant, la controverse est passionnante. Des gens de gauche, des gens de droite, beaucoup de gens essayent de montrer que mon idée du tirage au sort n'est pas pertinente, mais ils se trompent. Voilà, les arguments ne sont pas forts. Je pense que tant que des gens jugés partis, à la fois jugés partis, écriront la Constitution, on ne sortira pas de ce merdier. C'est-à-dire que c'est parce que les élus écrivent des règles pour eux-mêmes qu'ils deviennent la proie des plus riches, donc des banquiers, et qu'on en arrive, après quelques dizaines, quelques centaines d'années, après 200 ans, on en arrive au strict gouvernement des banques. On en est là. Enfin, si vous ne le voyez pas, vous êtes aveugle, quoi. Et donc le tirage au sort paraît la seule solution. Alors, ça fait peur aux gens. On se dit, tirage au sort d'une assemblée constituante, vous allez tirer au sort des incompétents. On fait peur aux gens avec ça. Et je pense que c'est de la foutaise. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être compétent pour écrire une constitution. Je pense que n'importe qui, en 15 jours de discussion, de réflexion, d'échange, va comprendre que une constitution, ça sert à protéger tout le monde contre les abus de pouvoir. Ça, je pense que n'importe qui peut comprendre. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Que pour se protéger des abus de pouvoir, il faut contrôler les pouvoirs. Et pas tous les 5 ans. Il faut contrôler les pouvoirs tous les jours. Que l'initiative populaire doit être une vraie initiative populaire autonome. Qu'il faut qu'il y ait des référendums d'initiative populaire qui puissent court-circuiter les institutions. N'importe quel individu normalement intelligent, c'est sûr que quelqu'un, un simple d'esprit ou un malade, ok, non mais je parle des gens normaux, donc la multitude, n'importe qui normalement constitué est capable de comprendre que pour affaiblir les pouvoirs, que pour nous protéger des pouvoirs il faut les affaiblir, que pour les affaiblir il faut les séparer. N'importe qui comprend la séparation des pouvoirs. Tous ceux qui réfléchissent au problème tombent sur la séparation des pouvoirs, sur la reddition des comptes, sur le non-renouvellement des mandats, le non-cumul des mandats. N'importe qui tombe là-dessus, tout naturellement. Pas besoin d'être compétent pour ça. Et l'Assemblée constituante tirée au sort ayant mis en évidence, je sais pas, il faut peut-être 10 principes, peut-être même pas 5 suffirait. Après ça, elle peut faire écrire les règles par des juristes pour que ce soit bien écrit. Et puis vérifier que c'est bien ce qu'on voulait dire. Et puis si on est une centaine à réfléchir là-dessus, si les juristes essayent de nous enfumer, il y en a bien 2 ou 3 qui vont s'apercevoir de l'enfumage et puis qui vont nous appeler, nous alerter. Donc je pense que de toute façon, même ce ne sera pas parfait, mais ce sera bien mieux qu'une assemblée constituante constituée de gens qui trichent parce qu'ils écrivent pour eux-mêmes, parce qu'ils ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général, en cette occurrence-là. Je ne dis pas que les élus ont toujours, ce n'est pas du tout ça que je dis, je ne dis pas que les élus ont toujours un intérêt contraire à l'intérêt général, ce n'est pas du tout ça que je dis. Je dis que les élus et les hommes de parti ont, au moment du processus constituant, c'est-à-dire au moment d'écrire les règles qui vont les gêner, eux, quand ils vont exercer le pouvoir, ah ben, à ce moment-là, dans le processus constituant, ils ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général. Et donc, comme dans n'importe quel procès où on récuse un juge qui est de la famille de la victime ou de la famille de l'accusé, ce juge-là, on l'écarte. On dit, non mais toi tu ne peux pas juger, tu es jugé parti, on t'écarte, on en met un autre, et ça ne veut pas dire que tu es malhonnête. Ça veut dire que juste que pour cette occurrence-là, pour ce travail-là, tu ne peux pas le faire. Et ben, les élus et les membres de parti, les gouvernements, tous les professionnels de la politique devraient être mis à l'écart, non pas parce qu'ils sont corrompus ou pervers, pas du tout, mais juste parce que ce n'est pas à eux d'écrire la Constitution. Ce n'est pas à eux d'écrire le texte qu'ils devront craindre. Et donc voilà pourquoi le tirage au sort est je crois, la seule procédure qui nous permettra de retrouver la création monétaire. C'est parce qu'on récupérera la création monétaire que si on récupère le processus constituant, c'est-à-dire la maîtrise du texte le seul qui peut nous protéger durablement, et que je ne vois pas d'autre moyen que de tirer au sort l'Assemblée constituante. Alors pour rassurer les gens, on peut imaginer d'amender le tirage au sort, de le
comment dire, de l'aménager. D'aménager le tirage au sort pour qu'il nous fasse moins peur. On pourrait par exemple organiser avant le tirage au sort une élection libre, une élection sans candidat. Chacun d'entre nous pourrait nommer une, deux, trois, il faut réfléchir au nombre, une, deux, trois personnes qui considèrent comme des honnêtes gens, des gens qui feraient bien pour la Constitution, des gens qui feraient bien le boulot. Des gens, moi je dirais, j'essaierais de choisir des gens qui sont capables d'écouter les autres sans se mettre en colère, qui sont capables de changer d'avis, des gens qui lisent un peu. Il me semble que ce serait mieux si on prenait des gens qui savent quand même lire, pour lire les mémentos, les résumés, les explications qu'on va leur donner sur la Constituante. Mais bon, d'autres considéreront que ce n'est pas utile, donc chacun va décider de ses critères. Moi, il me semble que ce serait bien qu'il y ait dans la Constituante des gens qui sont capables de rapprocher les points de vue, qui pacifient une assemblée, là, qui jouent le rôle d'ambassadeurs, d'entremetteurs, des gens qui réconcilient ceux qui viennent de se disputer. Donc ce serait bien d'avoir des gens comme ça dans l'Assemblée constituante. Il pourrait y avoir des gens qui ont déjà réfléchi à la Constitution. Pas forcément, à mon avis, pas forcément, mais enfin bon, chacun va désigner librement, élire librement, sans les partis, des non-professionnels de la politique. Il faudrait qu'il y ait une interdiction. On peut élire qui on veut, mais on pourrait interdire, à mon avis, il faudrait interdire les professionnels de la politique. Et puis, bon, mais ça peut se discuter, ça peut être qu'il peut y avoir quelques professionnels de la politique qui traînent là-dedans, hein, dans la Constituante. À mon avis, c'est dangereux, parce que les professionnels de la politique, ils parlent bien, c'est des orateurs, des bons orateurs, et un bon orateur, ça peut circonvenir une assemblée, hein. Là, c'est facile de dire les professionnels de la politique ne sont pas admis dans l'Assemblée constituante. Vous pouvez lire qui vous voulez, mais pas des pros, quoi. Et puis, peut-être, on pourrait aussi mettre à l'écart tous les présentateurs de télé, tous les gens très connus, pour éviter le biais médiatique des gens qui ne savent pas qui nommer, et puis qui nomment quelqu'un qui voit tous les jours à la télé. On n'est pas obligé d'éliminer. Il faut réfléchir à ça. Est-ce qu'on met un filtre ou pas sur ces élections libres? Il faut réfléchir. Je n'ai pas d'idée arrêtée là-dessus. Mais en tout cas, nous désignerions, dans cette hypothèse, cette proposition, nous désignerions des gens qui ne sont pas candidats et que nous trouvons valeureux. On trouve bien, librement. On les désigne librement. Et c'est parmi ces gens-là qu'on tirerait au sort. Et alors il y a des gens qui vont être nommés plusieurs fois, hein, qui autour d'eux sont reconnus comme ayant ces qualités, qui vont être nommés plusieurs fois, librement, sans être... Ils sont même pas candidats, donc ils pourront refuser. Peut-être qu'ils refuseront, tant pis. Mais on n'a pas besoin que tous acceptent, on va en avoir tellement que... Voilà, ils refusent, tant pis. On en prendra d'autres. Il y a plein de gens bien, hein, il y a plein de gens bien sur Terre. Plein, donc s'il y en a qui n'ont pas envie, ben, on n'est pas obligé, on fera sans eux. On pourrait aussi, j'ai eu l'idée récemment en conférence, en discutant avec les gens, on pourrait aussi faire comme ils font dans les compétitions d'arts martiaux. On fait plein de manches, on gagne, on perd, on perd, on gagne, on gagne, on perd, on perd, on gagne, on perd, on perd. Et à chaque fois, il y a des points, on gagne des points, pas des points, des points, pas des points. Et ce que font les règles, il y a des règles, je crois que c'est au judo, je sais pas, ou au karaté, je sais plus, où on retire la meilleure performance et la plus mauvaise. Parce qu'on considère que c'est des accidents. On retire la plus mauvaise, mais on retire aussi la meilleure. Et on garde que les autres performances. Et on pourrait faire ça. Ceux qui sont très souvent désignés librement, ceux qui sont très souvent élus, on se dit il y a un effet médiatique, eux ça doit être des gens qui passent tout le temps à la télé, ou qu'on a vu beaucoup sur Internet, ceux-là, on ne leur permet pas d'être à la constituante. Ça ressemble à des pros, on les met pas à la constituante. Et puis ceux qui n'ont jamais été nommés une ou deux fois, je sais pas, on peut prendre le cinquième qui a été nommé très souvent, on ne les prend pas. Et le cinquième qui n'a pas été nommé très peu souvent, on ne les prend pas non plus. Et on prendrait les 3 cinquièmes du milieu qui ont été assez souvent, mais pas trop, qui ont été assez souvent désignés par les autres librement. Et c'est là, au milieu de ces gens-là, qu'on tirerait au sort.
Ça vous ferait une assemblée désintéressée comme vous n'avez jamais eu sur Terre. Jamais. Ce processus-là, je suis formel dans l'état actuel de ma réflexion en tout cas, je suis sûr que ça donnerait une assemblée qui écrirait la première vraie démocratie. Athènes était une vraie démocratie, mais en plus celle-là, celle que nous fabriquerions nous aujourd'hui, contrairement à ce que faisait Athènes, elle intégrerait les femmes, il n'y aurait pas d'esclaves, elle donnerait sûrement des droits aux étrangers, pas forcément tous les droits, mais des droits politiques aux étrangers. Et finalement, il y a des tas de travers ou de mauvais côtés de la démocratie athénienne qui tenaient à l'époque, et qui seraient anachroniques de mal juger aujourd'hui, et qui ne sont pas nécessaires. Donc des côtés qu'on ne reproduirait pas. Et on pourrait faire aujourd'hui une vraie démocratie moderne, mais une démocratie, je ne vous parle pas du gouvernement représentatif, qui est une trahison. Je vous parle d'une vraie démocratie avec des assemblées locales dans toutes les communes, donc 36 000 communes, 36 000 assemblées locales dans lesquelles les gens décident eux-mêmes de leurs affaires. Et ne montent au niveau national, dans l'assemblée de fédération des communes. Alors, il peut y avoir peut-être 2 ou 3 échelons, hein. Il faut réfléchir au nombre d'échelons qui seraient nécessaires pour arriver au niveau national, mais qui ne délègueraient, les citoyens ne délègueraient que le minimum. Uniquement, on ne laisserait voter par d'autres que nous-mêmes, que ce qui ne peut pas être voté par nous. Mais l'école, on pourrait décider nous-mêmes. Hein. Peut-être qu'à une partie de l'école, on pourrait considérer que ce serait bien qu'il y ait un tronc commun qui soit décidé par une assemblée fédérale. Bon, il faut discuter. Il faut discuter de ce qu'on donne à l'assemblée fédérale. Mais c'est pas du tout impossible. Hein. C'est pas du tout utopique. Il faut juste qu'on arrête de laisser écrire la Constitution par quelqu'un d'autre. Alors moi j'ai 2 questions après cela. Déjà, ces 2 questions que je me pose personnellement, c'est est-ce que le peuple a envie de retrouver sa liberté? C'est la première question. Je suis pas sûr du tout ça. Et la deuxième question, c'est est-ce que le fait que nous soyons dans une société où c'est matérialiste, il y a beaucoup de télé, on est quand même lobotomisé beaucoup, est-ce que nos envies ne seraient pas finalement d'avoir une plus grande télé, d'avoir plus de choses, plus grand, plus gros? Est-ce que c'est pas trop tard en fait? C'est la question. Bah, moi je me bagarre parce que je crois que c'est pas trop tard. Et je me trompe peut-être, c'est vrai que c'est peut-être trop tard, je sais ça. Rousseau a une très belle phrase dont je ne me souviens pas par cœur, mais une phrase où il dit que une fois que quelqu'un a été esclave, il n'a plus envie d'en sortir, il se met à aimer son esclavage et il n'a plus envie, il n'imagine même plus ce que c'est que la liberté. Quand on a le bourdon, on pense que c'est vrai. Et puis quand on a la pêche, on se dit non mais regardez ce qui se passe comme en 2005, vous leur ouvrez les fenêtres aux humains, elles sont toutes fermées.
faudrait qu'on ait une activité virale, que chacun d'entre nous nous contaminions les uns les autres à la base, malgré les calomnies des élus, malgré tout le mal que diront de nous les élus, les riches, tous les fachos de tout poil. Les fachos, même les fachos qui s'appellent Antifa. Hein. Bon, malgré ça, qu'on se passe le mot entre nous pour établir la justice sociale, pour établir une vraie prospérité, parce qu'on aura repris le contrôle de la création monétaire et le contrôle de la production du droit. C'est-à-dire qu'on va reprendre le contrôle de la Constitution par cette idée simple que c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir et que donc tout ce qui compte le plus, et on arrête de se diviser sur moi c'est l'écologie, moi c'est la justice dans l'entreprise, moi c'est le chômage, on arrête d'avoir chacun sa marotte, on se dit la cause de tout ce bordel, toutes ces injustices sociales, c'est il faut qu'ils arrêtent d'écrire eux-mêmes la Constitution, il faut que l'Assemblée constituante soit désintéressée. Donc tirer au sort, alors tirer au sort parmi les non-candidats ou tirer au sort tout simplement, mais tirer au sort, si on arrive à se concentrer là-dessus et à devenir viraux, c'est-à-dire que, bon, on a compris, mais ça ne suffit pas d'avoir compris, il faut qu'on l'explique à notre tour à 5, 10, 20 personnes, plus, enfin, on fait ce qu'on peut pour expliquer à d'autres, parce que c'est assez facile à comprendre, elle est simple et forte cette idée. Hein. Tu cherches le mal à la racine, tu cherches la racine du mal, tu prends le mal à la racine, tu cherches la cause des causes et tu tombes sur... Mais qui a écrit ces règles iniques? Et tu tombes sur la Constitution et donc sur le processus constituant, donc qui a écrit, donc qui participe à l'Assemblée constituante, et là tu te dis, mais c'est là qu'à chaque fois ça merde. Donc, problème identifié, problème formulé, problème réglé, à moitié, s'il ne reste plus qu'à mettre en œuvre la solution à la cause des causes. Et si on fait ça entre nous, qu'on se passe le mot entre nous, combien de temps il faut pour qu'on soit des millions? Si chacun d'entre nous arrive à en convaincre deux, non seulement en convaincre que la cause des causes, c'est la mauvaise qualité du processus constituant et le fait que ce sont les partis politiques qui écrivent la Constitution, donc en fait la solution c'est il faut que l'Assemblée constituante ne soit pas composée de membres de partis, qu'elle soit désintéressée, ce soit n'importe qui fasse partie de la Constitution, de la constituante. Non seulement il a compris, mais en plus on a réussi à lui passer le virus, c'est-à-dire qu'en plus il a compris qu'il fallait que lui-même se mette à expliquer. Il faut qu'on explique deux choses. Hein. Un, où est la cause des causes et donc la solution, et deux, que la solution c'est qu'on se passe le mot entre nous. Il y a deux trucs, hein, et si tu ne te reproduis pas, tu meurs. Hein. Le virus, l'idée meurt. Si on arrive à se passer le message comme ça avec ces deux parties, un, l'idée simple, et deux, c'est à nous de la reproduire entre nous sans rester passifs, c'est-à-dire qu'il faut que nous arrivions à convaincre. Et puis au début, il va y avoir des résistances, les gens vont pas nous croire, ils vont avoir des objections, je vais retourner voir les conférences, des discussions, puis à force de discussion, je vais devenir meilleur pour convaincre. Je vais devenir un bon virus. Un virus bienfaisant, hein, un virus de justice sociale. Hein. Un virus, c'est pas forcément mauvais. Hein. Moi, j'imagine un virus positif, un virus de concorde, justice sociale. Et ça me paraît, alors si chacun d'entre nous arrive à en convaincre deux, ça dépend combien de temps il met. Si deux, il met une semaine pour en convaincre deux, et puis s'il s'arrête, ça ne va pas aller très vite. Mais si chacun en convainc 3 ou 4 chaque semaine, donc en fait en un mois, il en convainc une douzaine, une dizaine quoi. Si chaque mois on arrive à en convaincre une dizaine, oulala, et une dizaine qui eux-mêmes deviennent des virus, oulala, là ça va aller très vite, hein, on sera très vite des millions. Hein. C'est une idée, à mon avis, ça peut tout changer de façon pacifique. Ils ne se laisseront pas faire en face, mais si on est des millions, à vouloir une chose simple, sans nous diviser, sans nous traiter mutuellement les uns les autres de fascistes, quoi, hein, en nous concentrant sur l'essentiel, en oubliant les querelles sur les détails. On verra après, quand on aura mis en place une vraie démocratie, on verra les détails, qu'est-ce qu'on fait sur l'avortement, qu'est-ce qu'on fait sur le nucléaire, qu'est-ce qu'on fait sur les OGM, qu'est-ce qu'on fait... On verra point par point dans nos assemblées populaires, avec un vrai suffrage universel, avec des référendums si on veut.
Mais le temps de rétablir la démocratie, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Processus constituant, honnête, désintéressé. Si on arrive à faire ça, si on est des millions à le vouloir, ça arrivera. Il suffira qu'on sorte dans la rue, des millions, ça arrivera. Ils vont pas nous tirer dessus sur des millions de personnes. Il me semble que c'est jouable ce truc-là, et c'est original, et ça peut marcher. Ouais, donc le souci, c'est qu'ils arrivent à nous donner vraiment le minimum qui nous permet de bien vivre et qui nous empêche de nous révolter au final. Je pense, là, en ce moment, ils sont en train de se tromper. Hein. Ils en prennent trop. Ça met les gens en colère quand même. Hein. Là, ils exagèrent. Ça doit être une erreur de dosage, là. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est toujours pas... Enfin, ça n'a pas suffi encore pour qu'on descende dans la rue et qu'on devienne méchant, quoi. Exigeant. C'est fou ce qu'on accepte. Hein. Mais bon, on était vraiment riches, repus, gras, repus. Hein. Donc, on perd beaucoup, mais on n'en est pas encore à... Ça viendra. Hein. Parce que là, le système est complètement en faillite. Hein. Et ils ne veulent pas lâcher une once de leurs privilèges et de leur richesse. Donc... nous, on va beaucoup perdre, les gens normaux, là. Si on se laisse plumer gravement jusqu'au point où on n'arrive plus à manger, on ne pourra plus se battre. Hein. Il faut se battre pendant qu'on est encore... pendant qu'on peut vivre encore. Quand on sera en survie, comment on va faire pour résister hein? Quand tu es en survie, tu es faible, hein. Donc il y a un problème de conscience. La question que j'aurais voulu aborder avec toi, c'est la question de la dette. Oui. Je te laisse dire si tu veux sans poser de questions, le mot-clé c'est la dette. Tu peux me passer le bouquin de Perkins là? Bien sûr. Il y a un bouquin qui donne le mode opératoire de ce qui est en train de nous arriver, qui est le bouquin de Perkins qui s'appelle « Confession d'un assassin financier ». C'est un Américain qui travaillait pour le service secret américain et dont le boulot, et qui balance, qui raconte, et dont le boulot était d'endetter les pays du tiers-monde. L'endettement étant la tenaille qui permettait d'amener les pays du tiers-monde à reddition. C'est-à-dire qu'une fois que le pays est endetté, on peut lui demander tout. De privatiser tous ses services publics, de tout vendre aux multinationales américaines, de vendre à vil prix toutes les ressources naturelles, toutes les matières premières, l'or, les diamants, toutes les matières premières d'Afrique, d'Asie, des pays qui... Et alors le principe de l'assassin financier, c'est de se débrouiller pour endetter l'État. L'État qu'on veut dominer. Et donc de les démarcher, comme on a des marcheurs avec des outils ultra modernes. Mais bon, surtout une puissance de feu, de persuasion, avec beaucoup d'argent. Parce que la corruption des élites financières des pays, des élites politiques des pays, est une composante importante de la prise de décision. Parce que les présidents des différents pays visés savent bien que quand ils décident la construction d'une voie ferrée hors de prix, ou la construction d'un barrage d'un prix exorbitant, ou d'une centrale électrique avec les routes avoisinantes absolument hors de prix pour un pays tellement pauvre, ils savent bien qu'ils ruinent leur pays, qu'ils l'endettent et que c'est grave. Et souvent, il faut les corrompre en les payant et en payant leur famille. Donc Perkins explique ça, il explique comment on arrive à... Quelquefois, il n'y a même pas besoin de les corrompre, hein, simplement de les convaincre que c'est l'intérêt général et que ce sera facile, qu'on va les aider. Et il me semble que... Alors bon, il explique aussi qu'il y a plusieurs étapes, que la première étape, c'est de corrompre pour obtenir l'endettement. Mais qu'il y a des États qui résistent. Il y a des chefs d'État qui ont le souci de l'intérêt général vrai et
qui refusent cet endettement et ces grands travaux excessifs. Et que derrière, donc, il y a ce qu'ils appellent les hyènes ou les chacals, je ne sais plus, dont la mission est de tuer le récalcitrant, puis de mettre quelqu'un d'autre à qui on va à nouveau essayer de convaincre. Et ça marche, hein. Enfin, ils tuent effectivement ceux qui résistent. Donc ils ont des accidents d'avion, des accidents de voiture, ils meurent d'une maladie, ils sont empoisonnés, quoi. Hein. Donc il y a ça fait partie du mode opératoire, mais il y a des gens qu'on n'arrive pas à tuer. Ceux qui résistent et qu'on n'arrive pas à tuer, comme les Saddam Hussein ou Kadhafi, parce que c'est des militaires. Donc ils sont un peu parano, ils savent très bien se défendre, ils font goûter leurs plats, ils changent tout le temps d'endroit, ils savent très bien, ils sont durs à tuer. Et bien ceux-là, on leur fait la guerre. C'est la troisième étape. Donc c'est ce qu'explique Perkins de façon c'est très cynique comme système. Hein. C'est un plan de domination, un projet de domination avec un plan très classique et avec un vrai mode opératoire très intéressant. Et très intéressant pour comprendre ce qui nous arrive à nous pays riches qui étions à l'abri, mais pas tant que ça, parce que ça fait longtemps que le plan a commencé. Là aujourd'hui, on est dans une situation où, on va prendre l'exemple de la France, mais beaucoup de pays qui sont dans ce cas-là. Hein. Nous sommes dans une situation où nous devons des milliers de milliards d'euros. Donc des sommes folles. Et où nous n'avons plus le moyen, nous n'avons plus le pouvoir de battre monnaie. Donc ces milliers de milliards, nous sommes obligés d'aller les emprunter auprès des marchés financiers privés, qui fixent leurs conditions, qui fixent leur taux d'intérêt, qui fixent leurs conditions. Nous sommes dans un piège politique où nos États, c'est-à-dire nous, notre puissance publique, s'est fait mettre en cage, une cage financière par la monnaie, par la capacité de financement ou pas des décisions politiques que prendrait l'État. Nous sommes dans une situation de piège. Alors, comment est fait le piège et d'où vient-il? Il a une origine, ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas le hasard de mauvais comportements, de gens qui auraient fauté, qui se seraient trompés. Non, je ne pense pas que c'est ça. Ce n'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Alors, parce que c'est le même mode opératoire que pour les pays du tiers-monde. Alors en France, comment ça s'est passé? Ça s'est fait en deux temps importants qu'il faut comprendre. Alors, il faudrait expliquer comment est créée la monnaie, c'est un peu long et je ne vais pas faire ça. Donc, je vous renvoie au mécanisme de création monétaire par le crédit. C'est quand on fait crédit qu'on crée la monnaie. Au moment où on prête, au moment où on fait crédit, au moment où la banque prête, elle crée la monnaie, et au moment où on lui rembourse, la monnaie est détruite. Mais c'est pareil pour la Banque centrale et l'État. Quand l'État emprunte auprès de sa banque centrale, la banque centrale lui crée de la monnaie, et quand l'État rembourse avec les impôts, avec les revenus des investissements que l'État a fait, au moment où on rembourse la banque centrale, la monnaie est détruite. C'est le même mécanisme pour le privé et pour le public. Si vous voulez comprendre, il faut voir d'autres explications. Prenons ça comme acquis. À partir du moment où on a compris que la création monétaire se fait à l'occasion du crédit et que depuis des siècles, l'État partage le pouvoir de création monétaire avec les banques. Depuis longtemps, les États ont abandonné une partie de la création monétaire aux banques privées. Alors ça, c'est déjà une première félonie, première trahison de l'intérêt général. Mais encore, pendant des siècles, l'État avait gardé une partie de la création monétaire. Il pouvait, pour ses besoins propres, emprunter auprès de sa banque centrale qui lui créait l'argent, et quand il remboursait, on détruisait l'argent sans intérêt, sans charge d'intérêt. Il pouvait y avoir un intérêt, mais comme l'intérêt rentrait dans les caisses de la banque centrale, la banque centrale étant nous, ça ne coûtait rien. Donc il pouvait y avoir un intérêt apparent, mais qui n'était pas un intérêt réel, qui n'était pas une charge. Donc pendant longtemps, les États avaient partagé la création monétaire avec les banques privées. Et puis récemment, 1913 aux États-Unis, 1973 en France,
les États ont abandonné, ont accepté, mais c'est des traîtres qui ont fait ça, c'est des représentants qui ne nous représentent pas, des représentants qui ont failli par rapport à l'intérêt général, ce sont des gens qui devront passer en procès, un jour ou l'autre, s'ils ne meurent pas avant. Des gens malfaisants pour l'intérêt général ont abandonné complètement la création monétaire étatique. C'est-à-dire qu'ils ont interdit à l'État d'emprunter à sa banque centrale. Donc la banque centrale ne peut plus créer la monnaie directement pour l'État. Et donc quand l'État a besoin d'argent, il ne faut pas qu'il emprunte à la banque centrale sans intérêt, donc gratuitement. Il faut qu'il aille emprunter auprès des marchés financiers qui eux-mêmes empruntent auprès de la banque centrale. Et donc la différence entre les deux, c'est l'intérêt qui est payé aux banques privées et à ceux qui ont de l'argent. Marché financier, les riches. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que cette décision-là, donc la première partie du plan, je la représente comme, et je trouve c'est parlant, je la représente comme une partie de la tenaille, une pince des deux pinces. Une pince, ça se fait à une date, et après, il faut l'autre. Donc en 1973, l'État, des représentants félons, ont abandonné la création monétaire. C'est-à-dire que l'État ne peut plus créer la monnaie. Il faut qu'il emprunte auprès des marchés financiers. Quand il a besoin d'argent, c'est-à-dire quand il n'a pas assez de ses impôts, quand il n'a pas assez de ses ressources, quand il a besoin de dépenser plus que ce qu'il ne gagne, il ne peut pas créer la monnaie. Il faut qu'il emprunte auprès des marchés financiers. C'est une pince de la tenaille. Mais ça ne suffit pas à nous étrangler, à étrangler l'État. Parce que si l'État est vertueux sur le plan d'équilibre budgétaire, s'il dépense autant qu'il gagne en impôts, pas plus, il n'a pas besoin d'argent. Il reçoit de l'argent en impôts et puis avec ses différents revenus, parce que l'État a d'autres revenus que les impôts, et cet argent-là, il le dépense en services publics, en fonctionnaires, en investissement public, pas plus. Il fait attention. Il ne déséquilibre pas les budgets. Cet État-là qui n'est pas endetté, il se fout pas mal d'avoir perdu la création monétaire. Il s'en fout. C'est pas grave. Je m'en fous, j'ai pas besoin d'argent. J'ai déjà l'argent qui m'est nécessaire, j'ai pas besoin d'emprunter, donc le fait que j'ai pas la création monétaire, c'est pas grave, ça m'asphyxie pas. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le piège de la dette, il faut les deux pinces. Il faut la deuxième, qui est l'endettement de l'État. Or, en 1973, l'État, il devait rien ou presque rien. Il devait très peu d'argent. Et ce qui s'est passé en 1973, c'est que tout s'est passé comme si, je ne sais pas si c'est volontaire, j'ai du mal à croire que ce soit involontaire. Et peut-être que c'est involontaire, peut-être que les parlementaires se sont fait tromper. C'est possible. J'ai du mal à le croire. Mais bon, peut-être. Les parlementaires font comme s'ils étaient en mission depuis 1973. Leur mission, c'est... Bon, là maintenant, ça a assez duré, l'État-providence, les 30 glorieuses, les salariés qui se goinfrent avec des gros salaires, là, la prospérité, ça suffit. On va rétablir le chômage. On va rétablir le chômage. On va rétablir, donc ça devient la docilité des salariés. On va changer le rapport, on va changer le ratio de distribution de la valeur ajoutée entre les propriétaires du capital et ceux qui travaillent. Donc on va rétablir un peu de l'ancien régime, quoi. On va sortir des 30 glorieuses, mais surtout on va se débarrasser de l'État-providence. On va se débarrasser de l'État qui prend aux riches pour distribuer aux pauvres. C'est ça l'État-providence. L'État-providence, c'est l'État qui fait payer les impôts forts aux riches, plus forts, proportionnels, plus forts, l'idée de l'impôt sur le revenu, plus fort aux riches pour pouvoir aider les pauvres. Mais ça, les riches ont décidé que ça avait assez duré. 73. Je pense, enfin tout se passe comme si, dans cette période-là, c'est l'époque Reagan, Thatcher, ou un peu avant, c'est Nixon, 73 je crois. Mais bon, cette époque, à l'époque qui est juste avant la contre-révolution néolibérale, là, ils ont décidé que l'État-providence avait assez duré partout dans le monde, hein, et qu'il allait falloir endetter l'État. Alors c'est la deuxième pince. Ça ne s'est pas fait en un jour. L'abandon de la création monétaire, ça s'est fait en une loi, discuté à Noël, pendant que les parlementaires n'étaient pas là.
hein, ils fêtaient Noël, et puis voter en janvier, tout début janvier, et on n'arrive pas à mettre la main sur les débats, curieusement. On n'arrive pas à savoir quels sont les arguments qui ont été invoqués. Mais je veux dire, ça c'est une décision unique, facile, et confirmée par l'article 104 de Maastricht, et devenu 123 de Lisbonne. Donc là, c'est plus... ce qu'une loi avait fait, une loi pouvait le défaire. Mais maintenant que c'est monté au niveau européen international, vous pouvez voter à gauche, à droite, ça ne changera plus rien. L'article 104 de Maastricht, l'article 123 de Lisbonne, c'est la pince qui nous condamne à subir la férule des marchés financiers. Et on peut plus rien y toucher, on ne peut plus y toucher sans sortir de l'Union européenne. Hein. C'est pour ça qu'il faut en sortir, absolument. Donc, ça c'était juste une décision, une loi, ou un article de traité. Mais ce qui se passe avec l'autre partie de la pince, c'est l'endettement de l'État, un peu comme les assassins financiers vont faire des dépenses, mais pour nous, comme on est riche, il faut créer une dette plus importante. Et donc, depuis 1973, les députés votent un budget primaire, c'est-à-dire hors dette, à peu près équilibré, et un budget avec dette, en comptant la dette, de plus en plus déséquilibré. Ils acceptent, ils ne sont pas obligés d'accepter. Depuis 1973, les parlementaires acceptent de voter des budgets en déséquilibre qui font un besoin d'argent. Et l'État a de plus en plus besoin d'argent, besoin d'argent, besoin d'argent chaque année, de plus en plus, jusqu'à aujourd'hui, on en est à 1500 milliards de dettes non nécessaires. Chaque année, ça a été voté, et aujourd'hui, avec ce monstre de dette qu'on a, mais qui ne tombe pas du ciel, qui est le résultat de décisions par nos parlementaires, chaque année, de voter des budgets en déséquilibre. De droite comme de gauche. De droite, entre guillemets, de gauche, entre guillemets, en fait, ils sont tous de droite. Ils sont tous au service des riches. Même les prétendus socialistes, qui sont des gens d'extrême droite. D'extrême droite, je veux dire, Mussolini rêvait pas mieux. Hitler non plus, c'est des gens qui, je veux dire, ils étaient au service des riches, qui les avaient fait élire, quoi. Hein. C'est les riches qui voulaient Hitler, hein. Les industriels, les banquiers voulaient Hitler. Ils voulaient Mussolini, qui allait les débarrasser des syndicats. Donc, c'est... Et les gens, nos représentants, entre guillemets, en votant ces budgets en déséquilibre, en fabriquant la dette de toutes pièces, il a fallu 30 ans. Il a fait 30 ans, mais regardez, on y est. Donc il a fallu, pour faire la tenaille de la dette, il a fallu une décision, une loi qui nous prive de ce qui nous permettrait de sortir. Parce que si on récupère la création monétaire en disant, vous créez la monnaie nécessaire pour rembourser la dette, il n'y a plus de dette. Bon, vous ne le ferez pas en une année parce que 1500 milliards c'est trop, mais on pourrait en répudier une partie d'ailleurs. Mais bon, même si on remboursait tout le monde, hein, si vous récupérez la création monétaire, progressivement vous pouvez rembourser la dette. Mais si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez que réemprunter. Ou bien vous liquidez l'État. Enfin, vous liquidez l'État-providence. C'est-à-dire vous liquidez toutes les dépenses sociales, c'est-à-dire toutes les dépenses pour les pauvres. Par ailleurs, la deuxième pince, là, celle où les parlementaires ont voté des budgets en déséquilibre. Il faut comprendre que ce n'est pas en augmentant les dépenses. Depuis 30 ans, les dépenses publiques n'ont pas augmenté. Depuis 40 ans, elles ont augmenté. Les 10 années 70 à 80, les dépenses publiques ont augmenté. Mais depuis 80, donc depuis les socialos, la dette augmente, mais pas les dépenses publiques. Mais alors comment ça se fait qu'on fasse des budgets en déséquilibre si les dépenses n'augmentent pas? Ben, c'est les recettes qui baissent. Ah ouais, les recettes qui baissent. Les recettes, c'est les impôts. Ah, tous les impôts ont baissé? Ah non, pas tous. Non, pas tous les impôts. Les impôts des riches, des très riches, eux, ils baissent. On appelle ça d'un mot gentil qui est niche fiscale. Alors, c'est des trahisons pures et simples. C'est des trahisons et du vol pur et simple. Mais on appelle ça niche fiscale, ça fait partie du langage dont on parlait tout à l'heure. En appelant ça niche fiscale, on fait que c'est, ou on dit paradis fiscal, alors que c'est l'enfer fiscal, pour nous. Les paradis fiscaux, on devrait appeler ça des enfers fiscaux. C'est des paradis pour les crapules, mais c'est l'enfer pour les travailleurs. Et donc, en fait, cette dette qui a été créée par un déséquilibre du budget depuis 30 ans, 40 ans, mais depuis 30 ans, c'est en baissant les impôts des riches. C'est pas en augmentant les dépenses des pauvres. Et là, aujourd'hui, on nous dit tous les jours à la radio que c'est parce que l'État est trop dépensier. C'est pas vrai. L'État, il n'est pas plus dépensier, il dépense autant depuis 30 ans.
En proportion du PIB, bon, grosso modo, c'est pareil. On dépense pareil depuis 30 ans. L'endettement, il ne vient pas de l'augmentation des dépenses pour les pauvres. Il vient de la diminution des recettes en baissant l'impôt des riches. Si on voulait rétablir les équilibres et faire diminuer la dette, il faudrait... Enfin, ça paraît plus juste, plus naturel, ça vient plus naturellement à l'esprit de rétablir l'impôt des riches, puisque c'est la cause. Et bien, c'est pas ça du tout qu'ils s'apprêtent à faire. Leur règle d'or, là, ça va servir de prétexte pour diminuer les dépenses des pauvres. Après avoir baissé les impôts des riches, on va diminuer les dépenses des pauvres. Là, on est vraiment à la merci des élus des riches. Mais tous, hein, le PS comme l'UMP, c'est la même merdasse, c'est les mêmes traîtres. Et je parle de fait, là, hein, qui nous a endettés au dernier degré? C'est les socialistes, hein, autant que l'UMP, c'est pareil. Hein, ils sont ni socialistes ni populaires. L'UMP, c'est populaire, soi-disant. Mon œil. Socialistes, mon œil. Ils sont ni populaires ni socialistes, c'est tous des fachos. Enfin, des fachos au sens, au service des riches qui s'approprient l'État. Donc voilà ce que je veux dire sur la dette, c'est là encore, on se sortira du piège de la dette qu'en récupérant la création monétaire et le contrôle de nos élus ou de nos représentants ou en dirigeant nous-mêmes avec une vraie démocratie en fait. Ce dont on a besoin, c'est de la démocratie. Et c'est de décider nous-mêmes de nos affaires. C'est humiliant d'accepter d'avoir un représentant. C'est dégradant d'être ravalé au rang d'électeur. C'est bien plus beau d'être citoyen actif. Électeur, c'est une insulte. C'est une insulte. Je suis juste bon à désigner mes maîtres. Le concept d'élu me gêne, élu de Dieu, élu du peuple. Ça craint. Ça craint, voilà. Le concept d'élection, d'élu... Je comprends qu'au Moyen-Âge, pour sortir de la tyrannie, de l'Ancien Régime, on ait cru que... Ils y ont cru de bonne foi, qu'en choisissant nous-mêmes ceux qui allions voter nos impôts, ceux qui allions décider de nos impôts, en les choisissant, nous allions les maîtriser. Bon, on pouvait y croire il y a 200 ans, il y a 300 ans, mais après 200 ans d'échecs, ça va, on a compris que ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Les élus, c'est les marionnettes des riches. Donc il nous faut la vraie démocratie, il nous faut la démocratie. Et qu'on arrête d'appeler démocratie le système de l'élection. Parce que l'élection, c'est pas la démocratie, c'est l'aristocratie. On choisit. Qu'est-ce que tu penses des actions de Hugo Chavez? A priori, je trouve ça vraiment très intéressant. Un laboratoire de démocratie très intéressant. Alors je sais qu'il y a des gens qui m'aiment bien, qui m'envoient des mails outrés parce qu'ils trouvent que je suis désinformé sur le... Ils trouvent que je suis désinformé sur le Venezuela, qu'en fait c'est un tyran, qu'il est corrompu, que c'est un démagogue. Peut-être, il faut me le démontrer. Plus que le bonhomme, moi ce que je regarde c'est les institutions. Pour dire si on a affaire à une démocratie, je regarde les institutions pour voir si le peuple a le moyen de se défendre contre des abus de pouvoir ou pas. Et dans les institutions du Venezuela, il y a 4 référendums d'initiative populaire. Un référendum abrogatoire pour abroger une loi qu'ils ne veulent pas. Un référendum législatif pour imposer une loi qu'ils veulent. Un référendum révocatoire pour virer quelqu'un dont ils ne veulent plus, y compris le président. Et ça fonctionne ces trucs-là. Hein. Il y a déjà eu ce référendum contre Chavez, 2 fois je crois, et au moins une fois, je suis sûr. Et donc ils ont été suffisamment nombreux pour déclencher le référendum, mais pas assez nombreux pour le gagner. Donc le peuple a dit non, non, on veut le garder. Pour moi, c'est un signe de démocratie, ça quand même, la possibilité de virer le mec et de changer des lois ou d'imposer des lois. Et puis ils ont un 4e référendum d'initiative populaire, mais vraiment d'initiative populaire, pas comme la saloperie que nos élus en France. Vous savez qu'il y a 2 ans, ou l'année dernière, les élus français ont écrit dans la Constitution, parce qu'ils changent eux-mêmes la Constitution. C'est complètement incroyable, c'est pas eux de le faire, mais bon, il se trouve que c'est vraiment de l'abus de pouvoir absolu. Ils ont mis dans la Constitution un truc qu'ils appellent référendum d'initiative populaire, dont l'initiative est parlementaire.
Vraiment, il manque pas d'air. Vraiment, il manque pas d'air. Ils nous prennent vraiment pour des cons, quoi. Vraiment, ils nous prennent pour des cons, mais on est des cons parce que les journalistes appellent ça. Vous voyez, nous, on a le référendum d'initiative populaire, tout fièrement, alors que c'est un référendum d'initiative parlementaire. Le peuple en France n'a pas du tout l'initiative de rien du tout, de rien. Et donc, je reviens au Venezuela. Je vois ces institutions dans lesquelles il y a une initiative populaire plus forte encore qu'en Suisse, qui est défendue. Ça me paraît un marqueur, un critère fort. Pas suffisant peut-être, parce que par exemple la constitution de 1936, la constitution de Staline, était une assez belle constitution. Et pourtant elle était complètement trompeuse, parce qu'en fait les vrais pouvoirs étaient ailleurs que dans cette constitution, et Staline était un tyran. Donc la constitution, ça peut être trompeur. Mais moi ce que je vois dans les institutions de Chavez, c'est que le référendum révocatoire, il a fonctionné. Donc c'est pas si trompeur que ça fonctionne. Alors, ça ne suffit pas pour juger le pays, hein, mais je vois qu'il utilise là. Je vois que, par exemple, sur le référendum d'initiative populaire, il y a des seuils très importants pour déclencher. C'est à 20%, donc il faut être un très grand nombre de personnes pour déclencher un référendum. C'est beaucoup trop, 20%. Donc ça, c'est pas satisfaisant dans la constitution du Venezuela. En Italie ou en Suisse, c'est 1 ou 2% de la population qui peut déclencher le référendum. Donc c'est bien plus raisonnable. C'est très peu de gens qui peuvent déclencher. Donc pas voter, déclencher le référendum, il suffit d'une poignée. C'est bien mieux, c'est ça qu'il faut. Nous, il faudrait que ça puisse être déclenché. Donc il y a à redire. Et probablement Chavez va-t-il changer si ce n'est pas déjà fait. C'est-à-dire que le pouvoir corrompt. Et même les gens bien au départ, s'ils gardent trop longtemps le pouvoir, ils vont changer. C'est presque une loi physique. Donc Chavez, malheureusement, même si je pense qu'honnêtement on peut dire qu'il défendait son peuple au début, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il y a un moment où il va être à la recherche du pouvoir pour le pouvoir, il ne va pas être capable de laisser la place. Donc je suis prudent et en même temps je trouve qu'un gars qui utilise la rente du pétrole pour alphabétiser son peuple, et en se bagarrant contre une corruption éhontée de son administration qui freine des cas de fer, c'est-à-dire qu'il est obligé de faire des administrations parallèles pour que ses décisions soient exécutées. Il a contre lui pratiquement, pas tous les médias, mais les 3/4 des médias sont violemment hostiles. Il les appelle au meurtre à la principale chaîne qui est privée. Si c'était un tyran, en général dans les pays tyranniques, les tyrans ne laissent pas appeler au peuple contre eux, en général. Et donc, on aura du mal à me faire croire qu'il est tyrannique, vu l'état de l'opposition violente qu'il y a contre lui, et qu'il laisse faire. Vous savez qu'il y a eu un coup d'État financé par la CIA, complètement américain, quoi, hein, donc contre lui, et il a été emprisonné. Et le peuple est descendu dans la rue pour demander sa libération, mais des millions de personnes. Et donc, les insurgés, ceux qui avaient fait le coup d'État, ont reculé et l'ont libéré. Ensuite de quoi, comme la principale télé, qui avait une concession de service public, avait appelé au meurtre de Chavez, tous les jours. Au moment de renouveler la licence, Chavez, il a dit votre licence, on ne vous la renouvellera pas. Je pense qu'on aurait fait la même chose en France, tout naturellement. C'est pas excessif du tout d'imaginer que si TF1 appelait au meurtre de Sarkozy, je pense qu'au moment de renouveler la licence, Sarkozy aurait dit vous êtes gentil, mais votre licence, vous l'aurez pas. On la renouvellera pas. Et on ne traiterait pas Sarkozy de facho pour ça. Ben, c'est ça qui s'est passé au Venezuela. Et ben, regardez ce qu'a écrit Le Monde comme saloperie là-dessus. Le journal de Monde, hein. Regardez ce qu'il a écrit comme saloperie parce que Chavez ne voulait pas renouveler la télé. Il ne faut pas oublier que la télé en question, elle a violemment, est violemment contrevenue à ses obligations de service public. Le Monde a complètement oublié de le dire, quoi. Donc c'est très très partisan. Le point de vue du Monde, de notre journal Le Monde sur Chavez, me paraît extrêmement partisan, pas du tout impartial. Je pense les journalistes du Monde eux-mêmes se rendent pas compte qu'ils n'ont qu'un interlocuteur, ils n'ont qu'un envoyé spécial ou un ou deux qui se font le relais de la propagande à Miami ou ailleurs de l'opposition chaviste, anti-Chavez. Et
Donc ils sont intoxiqués, tous les jours on leur parle de Chavez comme un tyran, ils croient sincèrement que Chavez est un tyran. Je pense que c'est plus compliqué que ça. J'ai bien des signes que Chavez n'est pas un tyran, ne serait-ce que la liberté d'expression qui règne dans son pays. Qu'est-ce que tu penses justement de ses dernières actions, la sortie du FMI, ce qu'il fait avec l'or? Très bien, ça, on devrait tous faire ça. C'est des signes d'indépendance, ça. Ça explique d'ailleurs l'animosité, les calomnies. On va bientôt lui faire la guerre, c'est sûr. C'est prévisible que l'Empire va lui faire la guerre. C'est prévisible. Bon, ben, l'Empire, il a d'autres chats à fouetter. Il y a l'Iran, la Syrie, la Libye. Il y a une courte vidéo assez intéressante d'une pointure américaine, un général d'armée, je crois qu'il est général, qui explique comment, quelques jours après le 11 septembre, il a reçu une note du ministère de l'Élysée, enfin l'Élysée américain, qui expliquait qu'ils allaient faire la guerre à 7 pays. Le général dit, mais comment c'est de la guerre à 7 pays? Pourquoi? On ne sait pas pourquoi, mais on va leur faire la guerre parce qu'on peut le faire. Et alors la liste, la voilà. Et il y avait l'Afghanistan, l'Irak, le Yémen, la Libye, l'Iran. Étonnant, hein? Tous les pays qui sont passés à la casserole, et puis ceux qui vont y passer, quoi. L'Iran va y passer. C'est dans les plans. Et c'est pas un anarchiste qui le dit, c'est une huile de l'armée américaine. Et à la télé, hein. Enfin, je veux dire, on peut vérifier, quoi. Et donc, dans le plan en question, il n'y a pas Chavez. Mais pourtant, quand on regarde, c'est un résistant à l'Empire redoutable, hein. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on peut anticiper et programmer que sûrement Chavez va avoir des ennuis. On va lui faire des troubles on va lui provoquer des troubles sur une frontière. On va l'exciter, l'énerver, lui envoyer des roquettes, des bombes, des machins, et quand il va se défendre, on va dire qu'il y a une agression, et en réaction à cette agression, on va envoyer les alliés, on va envoyer l'OTAN, quoi, les troupes de l'Empire. Et je vois pas comment... Alors, c'est moins grand, peut-être moins fort que l'Iran, hein. Je sais pas s'il résistera... Puis c'est tout près, hein, des États-Unis. Bon, là, de toute façon, la prospective, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais je trouve qu'il y a un laboratoire démocratique enthousiasmant en Amérique latine. Enthousiasmant, quoi. Hein, ils écrivent leur constitution. La constitution du Venezuela, elle sert à alphabétiser les gens. C'est-à-dire que les millions de personnes à qui il apprend à lire, il leur apprend à lire avec leur constitution. Petit texte qu'ils ont avec eux, les enfants, ils apprennent à lire. Donc après ça en fait on peut le tuer, Chavez, mais eux, ils savent que ce qui les défend, c'est leur constitution. Mais moi, ça me plaît bien. Hein. Vous imaginez bien que ça correspond bien à mon travail, quoi. Hein. Faire des citoyens les défenseurs de leur régime, de leur organisation sociale, par la Constitution, en leur apprenant à lire la Constitution, en leur apprenant à connaître et à défendre eux-mêmes leur Constitution, qui est un texte simple, qui les défend sur l'essentiel. Je trouve ça vachement séduisant, moi. Et justement, pour arriver à ton idée du tirage au sort, là, il ne le pratique pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas une figure? Pourquoi pas, on parle de Chavez, mais est-ce qu'il ne faudrait pas une figure en France? Est-ce que les gens n'ont pas besoin d'être séduits par quelqu'un qu'ils peuvent suivre? Alors, à mon avis, les riches, ils savent très bien ce qu'ils ont à perdre au tirage au sort. Les riches et les élus des riches. Ça fait 2500 ans qu'ils ont compris. Pendant 200 ans, ils ont eu le tirage au sort à Athènes. Et pendant 200 ans, il y a les plus grands esprits, les philosophes, les Platon, Aristote, qui ont bavé sur la démocratie, qui ont dit pique-pendre contre la démocratie, et qui ont bien expliqué, en long, en large, en travers, que le cœur du truc, c'était le tirage au sort. Et donc, à mon avis, après 200 ans de gouvernement des pauvres, les riches ont bien compris ce qu'ils avaient à perdre au tirage au sort. Et c'est, à mon avis, la bonne raison pour laquelle on ne pratique plus du tout le tirage au sort. C'est parce que les riches savent très bien qu'il n'en est plus question. Et que les pauvres ont oublié, parce que nous, on est incultes. L'histoire des hommes, c'est beaucoup de choses à apprendre. Hein, et il y a tellement de choses à apprendre. Pourtant, ça, c'est absolument stratégique. Je trouve que c'est quelque chose que tout le monde devrait apprendre. Ça ferait partie du tronc commun. Je crois.
ce qu'était la démocratie, l'importance de la Constitution, l'importance du processus constituant, notre rôle individuel dans la protection de la démocratie, la vraie, ça devrait faire partie du tronc commun d'une école, une école démocratique. Et donc, les élus et les riches, ils savent très bien ce qu'ils ont à perdre au tirage au sort. Ils vont tout perdre. Ils vont perdre tous leurs privilèges. Toutes les sociétés secrètes, pareil. Elles vont perdre leur... Quand elles vont perdre l'élection avec la capacité d'acheter les élus par la campagne électorale, les sociétés secrètes, comment elles vont faire? Il va leur manquer des pièces maîtresses dans leur pouvoir occulte. Donc il y a plein d'acteurs qui aujourd'hui sont ultra dominants, qui perdraient tout avec le tirage au sort. Et qui perdraient tout avec la vraie démocratie. Donc s'il y a une figure qui émerge, et qui, à mon avis, deviendrait rapidement très populaire, parce que les gens comprennent vite ce que je leur dis là, les gens comprennent vite ce que c'est qu'une vraie démocratie, comprennent vite l'arnaque, quand on explique quoi, quand c'est pas un élu qui explique, on comprend vite quoi. Les élus, eux, ils comprennent pas, bizarrement. Mais en tout cas, les gens comprennent vite, et s'il y avait une figure, ben, je pense qu'elle se ferait assassiner, enfin elle aurait un accident, et on serait à poil. Donc, mon idée virale, elle est meilleure, je crois. Si on est des millions à vouloir le tirage au sort en politique, c'est-à-dire la procédure qui rend possible la démocratie, la vraie, la seule procédure qui rend la démocratie possible, la vraie, si on est des millions à le vouloir, c'est beaucoup plus compliqué de corrompre ou de tuer des millions de personnes. Et ça paraît plus prometteur, ça paraît plus crédible, plus malin. En plus, c'est compatible avec... c'est rendu possible par l'Internet. L'Internet, après que l'imprimerie nous ait donné le droit de lire, mais on n'avait pas le droit d'écrire, il y avait une maîtrise des outils de production de l'écrit qui faisait que les gueux, les pauvres, les manants, nous, là, les gens normaux, on ne pouvait pas écrire. L'Internet nous donne, et c'est une révolution majeure, comme de même niveau que l'imprimerie. Qu'est-ce qui faisait cette comparaison? Je ne sais plus, j'ai lu ça, je trouve que c'est une bonne idée. L'Internet nous donne donne au peuple le droit d'écrire. La liberté d'écrire. Ça, c'est majeur. Majeur. Alors, est-ce qu'on saura s'en servir? Est-ce qu'on saura faire le tri dans sûrement la merdasse, la pollution que les riches vont pas tarder à nous mettre sur Internet pour qu'on puisse plus reconnaître nos petits? C'est facile de polluer l'Internet avec des leurres, quoi. Des leurres, des fausses nouvelles, des faux drapeaux, des antifas qui sont en fait des défenseurs du système, par exemple. Des antifas, vraiment, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière, c'est choquant quand même. Des antifas sont des gens qui défendent le système, c'est-à-dire qu'on ne peut plus attaquer le système sans être traité soi-même de fasciste. Ça n'a pas de sens. Pour raccrocher. Décrocher, raccrocher. 7 heures, c'est de la pub. Les antifas sont, enfin ceux que j'ai vus là, ceux qui sont pris à moi en disant que j'étais fasciste, c'est quand même extravagant, prétendent que on ne peut pas, enfin tous ceux qui dénoncent un complot quel qu'il soit, relèvent d'une idéologie d'extrême droite. Ça me paraît le comble de la sottise. Je n'imagine pas qu'on puisse raisonnablement, que quelqu'un d'intelligent puisse dire une chose pareille en le croyant. Il y a plein de gens de gauche qui ont dénoncé les complots des riches. Enfin, l'histoire est faite de ça. Et dire que tous ceux qui dénoncent des complots sont d'extrême droite, c'est le comble de la bêtise. Mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense pas qu'ils soient aussi bêtes que ça. Je pense qu'ils sont pas bêtes, ils sont comme n'importe qui, ils sont ni bêtes ni... Mais par contre, ils ont un autre intérêt, ils ont un autre plan, il y a autre chose derrière. Ils cherchent... Qu'est-ce que ça a comme effet objectif d'avoir une thèse aussi idiote? Dire tous les dénonciateurs de complots sont d'extrême droite. Dire une bêtise pareille, ça entraîne quoi? Ça entraîne qu'on ne peut plus dénoncer des complots éventuels.
ou bien on prétend qu'il n'y a jamais de complot. Alors là, c'est plus con que con, là, c'est vraiment plus con que la moyenne. Et il y a évidemment des complots, enfin quand même, on ne peut pas prétendre qu'il n'y a pas plus jamais aucun complot. On nous prend pour des cons, quoi, là. Enfin, non. Et donc, si on ne peut plus dénoncer de complot sans être d'extrême droite, un dangereux fasciste antisémite, enfin, n'importe quoi, quoi, hein, les défenseurs de cette thèse absurde sont objectivement, je ne sais pas si c'est conscient ou non, s'ils le font exprès ou s'ils ne s'en rendent pas compte, mais ça en fait les défenseurs du système, de l'Empire, quoi, hein. Des chiens de garde de l'Empire, qui s'appellent Antifa, ils peuvent bien s'appeler comme ils veulent, mais n'importe quel cerveau normalement constitué se rend bien compte que ces soi-disant Antifa, de fait, protègent le système, puisqu'ils interdisent de dénoncer les abus du système, de dénoncer les complots. Donc, les démocrates, les authentiques démocrates qui cherchent à établir une démocratie digne de ce nom, vont avoir contre eux, bien sûr, les élus, qui sont profondément antidémocrates, qui ne veulent pas de la démocratie, évidemment, puisqu'ils veulent avoir, eux, le pouvoir, c'est qu'ils ne veulent pas que le peuple l'ait. Ils veulent tout décider à notre place, ça c'est sûr. Et puis, ceux qui arrivent à donner le pouvoir à ces gens-là, en finançant leur campagne électorale, donc on aura aussi contre nous les riches, les très riches, donc, y compris les ultra riches, donc, qui sont ceux qui financent les fachos, hein, donc les systèmes totalitaires, anti-républicains. On va avoir ces gens-là, puis on va aussi avoir tous les faux nez, tous les faux drapeaux, tous les gens qui se prétendent de gauche et qui tapent contre les démocrates, qui tapent sur les démocrates. Et on va avoir aussi probablement les gens des partis. Puisque si on est démocrate, on dit c'est nous qui décidons, c'est plus les partis. Que les partis, c'est bien beau les partis. Moi j'ai plein de copains dans les partis, mais évidemment pour gagner les élections, donc c'est normal. Mais ils comprennent mon idée de démocratie et ça les choque pas. C'est ceux qui sont à la tête des partis qui vont. Donc on va avoir contre nous tous les chefs de parti. Les chefs de parti ne vont pas être d'accord pour la démocratie. Donc ça fait beaucoup de gens puissants, hein. Et puis toutes les sociétés secrètes aussi vont être contre l'idée du tirage au sort et de la vraie démocratie. Donc autant vous dire que l'idée, elle ne va pas se répandre sans obstacle. Mais bon, elle est forte, je crois qu'elle est forte. Il faut faire de son mieux. Il faut être viral. Si vous avez compris, il ne faut pas vous contenter d'avoir compris, il ne faut pas seulement rentrer chez vous avoir compris, il faut essayer d'expliquer à 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30. Plus vous arriverez à en convaincre, et pas seulement en convaincre en ayant compris, mais convaincre d'être à son tour un virus, pour à son tour convaincre, il faut qu'on soit actif, quoi. Si vous le faites, ça changera. Il se passera quelque chose. Je pense qu'il se passera quelque chose. Ça fait un joli mot de la fin. Merci. À la prochaine fois. Avec plaisir.